Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureuses de vous annoncer que cette année, nous allons animer Légitime Défense, une émission critique mais aussi pratique de chronique juridique qui vous permettra, on le souhaite, d'éviter ou pas la garde à vue. Je m'appelle Elsa Marcel, je suis avocate et militante à Révolution Permanente. Je suis Eugénie Mériot, universitaire et autrice. Chacune depuis notre position, moi comme universitaire critique de nos institutions, moi comme avocate au service de ceux qui luttent, on va analyser l'actualité législative et judiciaire. État d'urgence après état d'urgence, loi raciste après loi raciste. On vous propose de décortiquer le droit et les mythes de ce qu'on appelle l'état de droit et les ressorts d'une justice forte avec les faibles et faible avec les forts. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Ensemble, nous allons nous préparer à faire face au durcissement autoritaire du régime et à l'érosion de nos libertés. Je constate, pour ma plus grande inquiétude, que ça n'avait suscité aucune réaction d'indignation dans cette salle. Parce que le droit structure notre quotidien, on veut démystifier ce dogme, passage obligé, pour en faire un outil efficace de défense de nos libertés. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur nos expériences professionnelles, mais aussi sur la théorie critique du droit, qui est aujourd'hui largement ignorée des programmes universitaires. Dans ce premier épisode, on va vous parler des délits d'opinion. Depuis le 7 octobre 2023, nous sommes face à une dynamique historique de criminalisation du soutien à la Palestine, qui conduit à un grand retour, celui des infractions politiques en France. Le retour des délits d'opinion, c'est le marqueur d'une dynamique d'illibéralisation de notre régime actuel. Ces derniers mois, on a vu se multiplier les poursuites judiciaires pour des motifs aussi graves que ridicules. Un syndicaliste condamné à 1 an de prison avec sursis pour un simple tract. Voilà quoi, terroriste. Une infirmière en garde à vue à son retour de mission humanitaire à Gaza pour avoir simplement fait son travail. Un hospitalier poursuivi pour incitation à la haine pour avoir milité contre la venue du ministre israélien suprémaciste Bezalel Smotrich en France. Une eurodéputée interrogée pendant 11 heures sur sa publication d'un poème de Mahmoud Darwish. Une chef de l'opposition convoquée par la police pour un communiqué. Sans parler de toutes les personnes inquiétées pour un tweet, une banderole. Ou bien un tag Free Palestine. Tout ça, ce serait de l'apologie du terrorisme ou de la provocation à la haine raciale. Mais alors, comment expliquer cette criminalisation du soutien à la Palestine ? Et surtout, comment y faire face ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Les idées dominantes sont celles de la classe dominante. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer les contrôles de normalisation qui sont assurés par la police. Pour empêcher la contestation du génocide du peuple palestinien et la dénonciation de la complicité des pays impérialistes, l'État français a fait usage de toute la panoplie d'outils dont il dispose pour réprimer l'opposition politique. En octobre 2023, le régime a commencé par interdire la totalité des manifestations et même des réunions publiques sur la question. Dans le même temps, les procureurs ont multiplié les poursuites contre les soutiens de la Palestine, soit pour apologie du terrorisme, soit pour incitation à la haine raciale. En un peu moins de 3 ans, des centaines de personnes ont été condamnées sur ces fondements. Ces 2 accusations sont devenues de véritables armes de destruction massive contre la liberté d'expression. En réalité, tout ça n'est pas tout à fait nouveau. Avant de revenir sur la situation actuelle, nous allons vous dire d'où vient cette infraction d'apologie du terrorisme et comment elle a toujours été utilisée contre ceux que l'on appelle, ouvrez les guillemets, les ennemis de la République, fermez les guillemets. La création du délit d'opinion moderne, c'est à la fin du 19e, dans l'âge d'or des libertés, juste après l'adoption de la grande loi sur la liberté de la presse en 1881. D'ailleurs, c'est souvent comme ça dans l'histoire des libertés. Aussitôt les grands principes proclamés, ce sont les exceptions qui pleuvent. C'est le libéralisme et les droits de l'homme, mais pas pour tout le monde. Alors au départ, ce délit vise à cibler les idées anarchistes via ce qu'on a appelé, ou plutôt ce que Léon Blum a appelé, en écrivant alors sous pseudo, les lois scélérates. Évidemment, on s'en doute, cet outil a immédiatement été utilisé pour réprimer beaucoup plus largement que les seuls mouvements anarchistes. D'ailleurs, avant les lois scélérates, il y avait déjà eu la loi Dufort en 1872 après la Commune de Paris qui interdisait la propagande dite socialiste, c'est-à-dire faisant l'apologie de la grève, l'apologie de l'abolition de la propriété privée, voire même la sortie de la famille ou de la religion. Les lois scélérates s'appliqueront à la répression des mouvements indépendantistes et déjà des mouvements de solidarité avec les indépendantistes dans les luttes de libération nationale pendant la guerre du Rif de 1921 à 1927, pendant la guerre d'Indochine de 1946 à 1954 et pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. On vise à réprimer mais aussi à intimider les mouvements anti-impérialistes, à criminaliser la contestation du projet colonial français
et ce, au nom de la lutte contre le terrorisme. Vous l'aurez remarqué, ça n'a pas beaucoup changé. Ces lois scélérates ne seront pas abrogées à l'indépendance de l'Algérie. Elles ne le seront qu'à partir de 1981, sous la présidence de François Mitterrand. Mais le problème, c'est que, comme nous le savons, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est en 1986, sous François Mitterrand, que la première grande loi antiterroriste, dite loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes contre la sûreté de l'État, crée l'infraction d'apologie du terrorisme. Par ailleurs, cette loi crée un véritable droit d'exception qui va s'appliquer à l'ensemble du contre-terrorisme avec des procédures juridiques dérogatoires. Vive les années 80, merci François Mitterrand. Ça suffit. Ça suffit. Et je ne donnerai aucune explication. C'est encore sous présidence PS, sous François Hollande, Eh bien le changement, c'est maintenant. que nous avons la loi Cazeneuve du 13 novembre 2014 qui retire l'infraction d'apologie du droit de la presse pour l'insérer dans le code pénal. L'objectif est simple, appliquer le droit spécial antiterroriste à de simples propos. Le basculement est immédiat. Pour reprendre les mots de l'avocat Henri Leclerc, cette loi permet de condamner à des peines de prison ferme des enfants et des ivrognes. On assiste à une explosion du nombre de condamnations, puisqu'entre 1994 et 2014, on compte seulement 14 condamnations, puis 335 sur la seule année 2015, dont la moitié a de la prison ferme. Ce sur quoi je veux alerter, ces dispositifs-là, on est à courte vue, parce qu'ils vont rester dans le droit. Qui pourra mobiliser ces dispositifs-là et contre qui ? Si vous cumulez ces dispositifs-là avec la loi renseignement, la loi qui a été votée en 2016, les lois qui ont été votées en 2014, c'est un empilement de législation extrêmement dangereuse. On a un appareil répressif qui est en train de devenir une espèce de monstre juridique et qu'on va donner à disposition à des gens qu'on ne connaît pas. À la même époque, c'est bien sûr l'instauration de l'état d'urgence de 2015 à 2017, qui est synonyme de perquisition, d'assignation à résidence, qui cible essentiellement la population musulmane française. Et puis ensuite, c'est l'adoption d'un dispositif répressif antiterroriste quasiment tous les ans. On peut citer les multiples lois sur le renseignement ou encore la loi SILT du 30 octobre 2017 qui pérennise les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Toutes ces lois vont mobiliser la notion d'apologie du terrorisme au service de toujours plus de restrictions de nos libertés. Et à votre avis, le Conseil constitutionnel dans tout ça ? C'est simple, RAS. Rien à signaler, circuler, il n'y a rien à voir. À part une censure minuscule en 1986, il n'y a eu aucune censure de 2015 à 2017. Et sur le délit d'apologie du terrorisme, il rendra une décision en 2018 pour déclarer que la loi est conforme à la Constitution. Et alors en pratique, à quoi ça ressemble l'apologie du terrorisme dans les tribunaux ? Depuis le 7 octobre, les procureurs et tribunaux français ont montré l'ampleur du pouvoir de censure de la loi de 2014. Alors que la France a été condamnée pour cette loi par la Cour européenne des droits de l'homme en 2022, les juges continuent de l'appliquer et de condamner de plus en plus durement. Des peines de prison ou des convocations pour des propos et des profils extrêmement divers qui vont d'anonymes sur Twitter, de collégiens de 13 ans jusqu'à des responsables de groupes parlementaires comme Mathilde Panot. Dans quelle démocratie une présidente de groupe parlementaire d'opposition est-elle convoquée devant la police pour répondre de ses opinions politiques ? Ce qui se produit est une fuite en avant autoritaire sans précédent. Oui, c'est la circulaire Dupond-Moretti du 10 octobre 2023 qui initie clairement cette dynamique. Le garde des Sceaux a demandé à tous les procureurs de France de poursuivre ceux qui parlent de résistance pour parler des événements en Palestine. Au passage, bravo la séparation des pouvoirs. C'est surtout une extension historique de la notion d'apologie du terrorisme qui permet de poursuivre tous les propos visant à contextualiser les attaques du 7 octobre, en les inscrivant par exemple dans leur cadre colonial préexistant. Je pense par exemple à Mohamed Makni, conseiller municipal à Échirol, qui a partagé la tribune d'un ancien ministre des Affaires étrangères tunisien qui expliquait que qualifier ces événements de terroristes était une injonction des pays occidentaux. Pour avoir relayé le texte d'un homme politique étranger, M. Makni a écopé de 4 mois de prison avec sursis et d'une peine d'inéligibilité de 2 ans. Anas Kazib, de son côté, a été poursuivi pour avoir critiqué la position d'Ursula von der Leyen qui apportait son soutien inconditionnel à Israël. Oui, écoutez, je viens de sortir du commissariat avec mon avocat de Roman Bartoli dans cette audition libre pour apologie du terrorisme. C'est l'infraction qu'on essaye de me faire porter. Le dernier exemple en date, c'est la députée européenne Emma Fourreau. Comme par hasard, juste après son retour de la flottille pour Gaza, elle est convoquée pour apologie à cause d'un tweet vieux de plusieurs semaines sur la libération de Georges Abdallah. L'apologie, c'est donc l'arme parfaite pour frapper tout ce qui dérange et même pour restreindre le débat universitaire et scientifique.
Surtout qu'à l'inverse, l'apologie de génocide ou l'apologie de crimes de guerre continuent, eux, de relever du droit de la presse, et donc ces deux infractions sont enserrées dans un cadre procédural beaucoup plus strict. Par exemple, pas de comparution immédiate, pas de fichier pour les personnes condamnées, et une prescription non pas de 7 ans, mais seulement de 3 mois. En fait, rien n'est laissé au hasard. La propagande de guerre coloniale n'a pas à s'inquiéter. Question. Comment appelle-t-on un régime dans lequel des personnes sont poursuivies puis condamnées à des peines d'emprisonnement ferme pour de simples propos, comme par exemple dénoncer un génocide colonial? J'appelle ça la France, mademoiselle. Le deuxième ressort de la répression de la parole politique, c'est l'instrumentalisation de l'infraction de provocation à la haine raciale. C'est la loi Pleven du 1er juillet 1972 qui crée dans les délits de presse l'infraction d'incitation à la haine en raison de l'origine ou de l'appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Mais il faut bien comprendre que cette loi, c'est la traduction déformée des grands mouvements de contestation qui ont existé dans le sillage de mai 68. Mais les masses arabes en France mènent aussi un combat contre tout ce qui les opprime. Dans les usines, contre les logements misérables, dans la rue, un combat national, un combat contre l'impérialisme. La politisation anti-impérialiste, la lutte des travailleurs immigrés ont abouti à une forte dénonciation des crimes racistes, comme la mort de Ben Ali Djellali, tué d'une balle dans la nuque par son concierge. Et c'est dans ce contexte que des organisations du mouvement antiraciste, comme le MRAP, ont porté l'idée d'un projet de loi contre le racisme. Et nous disons que les crimes racistes qui se passent ne doivent pas rester impunis. Et c'est pourquoi aujourd'hui et demain, à Renault, partout, nous parlerons et nous nous organiserons avec les camarades immigrés et français dans des comités antiracistes, contre les racistes, contre ceux qui veulent tuer pour protéger leurs intérêts. À bas le racisme. Le racisme ne passera pas. Le racisme ne passera pas. Sur le papier, on est tous d'accord pour s'opposer au racisme, mais le problème, c'est de confier cette tâche à l'État et à son gouvernement réactionnaire. C'est la raison pour laquelle déjà à l'époque, il existe un décalage énorme entre les luttes de la gauche révolutionnaire et d'intellectuels comme Michel Foucault et les organisations investies dans ce projet législatif. En effet, alors que le gouvernement Pompidou durcit sa politique migratoire, la loi de 1972 semble bien incapable de résoudre les problématiques centrales de lutte pour le droit au séjour de milliers d'étrangers. Par ailleurs, René Pleven, c'est quelqu'un qui a été ministre des colonies sous De Gaulle, puis garde des Sceaux dans le gouvernement de droite de Pompidou. En gros, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas vraiment un fervent militant antiraciste. Donc pour l'État et pour la droite, l'intérêt de ce type de dispositif, c'est de pouvoir instrumentaliser une cause, tout à fait légitime par ailleurs, au service d'un agenda politique sécuritaire. On le voit très clairement aujourd'hui, la notion de racisme, elle fait elle-même l'objet d'un combat idéologique. La droite, par exemple, défend l'idée d'un racisme anti-blanc qui pourrait tout à fait tomber sous le coup de la loi sur le fondement de cette infraction si un juge décidait de rejoindre cette interprétation politique. Allez, ça va pas, espèce de malade! Dégage! On veut pas de blanc ici, sale blanc! Ouais, ici t'es rouge ou tu bouges! On peut aussi penser à la condamnation de Tahabou Hafs, militant antiraciste affirmé pour injure raciale à l'encontre d'une syndicaliste policière. Combattre les propos racistes et l'idéologie réactionnaire est un enjeu de premier plan. Mais c'est précisément pour ça qu'on ne peut pas le laisser aux instrumentalisations d'un régime impérialiste qui multiplie le harcèlement xénophobe des étrangers sur son territoire et le soutien aux crimes de guerre coloniaux à l'international. Un exemple récent à cet égard, c'est la loi de lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, en date du 31 juillet dernier, qui crée des sections disciplinaires spécialement dédiées avec obligation de signalement des propos antisémites tenus dans ou en dehors de l'établissement. C'est l'incroyable instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour contrôler la parole universitaire critique de la politique israélienne et restreindre les libertés académiques. Le tout en basculant dans un régime de délation généralisée. C'est le cas de Véronique Bontemps. Anthropologue et chargée de recherche au CNRS, cette spécialiste de la société palestinienne organise depuis 12 ans un séminaire sur la Palestine à l'École des hautes études en sciences sociales. Le 8 octobre 2023, soit le lendemain des attaques meurtrières du Hamas, elle partage un communiqué du syndicat étudiant solidaire de l'EHESS qui tente de contextualiser les événements du 7 octobre dans un temps long de colonisation israélienne. En gros, le communiqué dit que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Véronique Bontemps se retrouve alors immédiatement convoquée par la présidence du CNRS qui lui annonce une procédure disciplinaire à son encontre. Cette loi n'est que la première, probablement, annonçant les suivantes, notamment celle de Caroline Yadan, dont l'objectif affiché est de criminaliser l'antisionisme. On voit aussi Aurore Berger nous expliquer que parler de génocide en Palestine devrait être considéré comme du négationnisme.
Et avec ce retournement historique spectaculaire qui fait qu'aujourd'hui, on accuse les Juifs, puisque tout le monde est essentialisé, d'être responsables d'un génocide qui se produirait à Gaza. Il y a une situation dramatique, déplorable. On a le droit de dire à que Gaza, la situation est dramatique, mais pas de dire génocide. Parce que c'est une falsification historique. Et puis dans le même temps, nous avons l'abandon par les intellectuels critiques et par les mouvements sociaux de l'abolitionnisme pénal, avec au contraire une tendance vers le tout répressif, visant le combat contre les propos racistes via la répression de l'État. Depuis 2 ans, je crois qu'on mesure à quel point laisser les classes dominantes lutter contre le racisme est un danger absolu. Pour réprimer la solidarité avec la Palestine, l'infraction de provocation à la haine raciale est devenue l'instrument d'une surenchère absolument indécente. On peut dire tranquillement sur des plateaux télé que Free Palestine est le nouveau Heil Hitler. Avec quelle impunité il s'est permis de crier Free Palestine, le nouveau, si je puis dire, Heil Hitler version 2025. Que si la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, c'est parce qu'elle est antisémite. Mais c'est aussi la source d'une persécution judiciaire inédite. Je ne compte plus les dossiers où j'ai dû plaider que Free Palestine n'était pas un slogan antisémite ou que dire Israël assassin n'avait rien à voir avec la religion juive, mais dénonçait une politique génocidaire. C'est d'ailleurs là qu'on voit pourquoi la jurisprudence Dieudonné de 2014 était en fait dangereuse pour nos libertés. Aujourd'hui, elle est expressément citée par le gouvernement pour justifier l'interdiction préventive des manifestations pro-palestiniennes, au motif qu'elle pourrait donner lieu à la commission d'infractions, contenir des propos antisémites. C'est ce qui a été invoqué par le gouvernement pour défendre devant le Conseil d'État le télégramme de Gérald Darmanin du 12 octobre 2023, dans lequel il demandait au préfet d'interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes. Un télégramme qui était manifestement illégal, mais auquel le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire. Quelle indignité. Trop fort le Conseil d'État. Il faut aussi évoquer le rôle des associations qui cherchent à saturer le terrain judiciaire depuis le 7 octobre. Des organisations comme l'OJE, la LICRA ou la Jeunesse française juive passent leur temps à harceler des personnalités de gauche. Sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, leur but, c'est d'inonder les audiences de propagande de guerre israélienne et d'exercer une pression politique sur le tribunal. Par exemple, la Jeunesse française juive, c'est une organisation proche de l'extrême droite qui retweet Zemmour, qui explique qu'il faut virer les étrangers et que le drapeau palestinien, c'est comme le drapeau nazi. Et pourtant, cette organisation a pignon sur rue à l'occasion d'audiences correctionnelles. Tout ça, ça démontre qu'il se joue en ce moment dans les tribunaux une instrumentalisation absolument scandaleuse de la lutte contre l'antisémitisme. Le régime est tellement prêt à tout pour traîner dans la boue les soutiens de la Palestine qu'il n'hésite pas à repeindre les héritiers politiques du nazisme, du fascisme et de la collaboration en protecteurs des juifs. Ce qui a changé, c'est que le Rassemblement national soutient les juifs, soutient l'État d'Israël, entre un parti antisémite et un parti pro-juif, je voterai pour un parti pro-juif. Oui, et le Rassemblement national est magiquement lavé de tout soupçon d'antisémitisme grâce à sa politique affichée de soutien inconditionnel à Israël. C'est une excellente stratégie pour se dédiaboliser. Vous avez été invité par le gouvernement israélien pour participer aujourd'hui à une conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme. C'était important pour vous de porter ce message, notamment en Israël ? Dans son dernier ouvrage, Gaza devant l'histoire, l'historien Enzo Traverso décrit très bien les ressorts fondamentaux de cette offensive. Il s'agit bien sûr de restreindre le débat public et d'empêcher la critique non seulement de la politique d'Israël, mais aussi de son projet colonial. Mais l'objectif est aussi de taire la réalité d'un mouvement juif antisioniste à l'avant-garde de la solidarité avec la Palestine, comme en témoigne l'émergence de l'organisation Jewish Voice for Peace aux États-Unis ou le travail de Tzedek et de l'UJFP en France. D'ailleurs, l'UJFP est régulièrement la cible des offensives de l'État comme de ses organisations réactionnaires. Et récemment, son directeur de publication vient même d'être perquisitionné. Pour reprendre les mots de l'historien, je cite, « La réalité est que l'antisémitisme est devenu une arme de combat. Assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme permet de faire d'une pierre 3 coups en frappant à la fois l'anticolonialisme, l'antiracisme et l'anticonformisme juif. C'est la raison pour laquelle lutter contre l'antisémitisme est un enjeu fondamental qu'on ne peut pas laisser aux instrumentalisations des classes dominantes. Et dans le même temps, s'opposer fermement à toutes ces offensives antidémocratiques est indispensable pour l'avenir de tout le mouvement social. Alors une fois qu'on a dit ça, la question est la suivante. Que faire ? On peut faire des procès, on peut faire des manifs, on peut faire des manifs devant les procès. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait. Bon, c'est impressionnant parce que je suis en dessous, du coup, je voyais pas qu'il y avait autant de monde. Les procès politiques sont un grand classique de la lutte anti-impérialiste.
Quand on regarde la défense des militants du FLN algérien par Jacques Vergès ou Gisèle Halimi, on se rend compte de la nature profondément politique de ces procès. Il existe un petit manifeste rédigé par un collectif d'avocats qui défendait des insurgés qui résume bien la logique avec laquelle ils s'affrontaient à la répression. Je cite. « Devant l'ampleur de la protestation qui monte contre sa politique, le gouvernement français est réduit paradoxalement à multiplier le nombre de ses procès où sa politique est de plus en plus durement mise en cause. Ces Machiavel naïfs n'oublient qu'une seule chose. C'est qu'en face d'ennemis courageux, un procès politique ne se gagne que lorsqu'on a raison. Ils n'oublient qu'une seule chose, c'est qu'ils ont tort. » Ce qui se joue va donc largement au-delà d'un cas particulier, mais exprime l'affrontement de deux ordres politiques. C'est pour ça que la séquence qu'on traverse implique qu'on se réapproprie l'héritage de cette défense subversive. Pour l'État et le gouvernement français, la contradiction générée par son acharnement répressif, c'est qu'il pose à nouveau les bases d'une vraie défense politique. Les gens ne sont pas poursuivis pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils ont dit. À eux de défendre leur position qui peut in fine mettre en cause le régime, sa politique impérialiste et sa complicité avec le génocide. Donc le premier conseil, c'est de ne pas s'excuser, de ne pas se laisser faire et de se saisir de ces occasions pour retourner l'accusation contre le pouvoir. Il faut refuser de se faire juger dans la confidentialité, mais rendre visible la politique de l'État français. Comme lorsque Gisèle Pelicot refuse le huis clos pour son procès. Pour les lois liberticides, on a des procès faits directement à la loi, les questions prioritaires de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, qui sont encore largement peu politiques ou politisées, mais qui sont retransmises sur le site du Conseil. Donc il y a là un potentiel aussi pour politiser ce type de procès à nos lois. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à recenser l'ensemble des cas de répression pour se coordonner. Par exemple, cette année, il y a eu le procès de Anas Kazib, d'Elias Dimzalen, les convocations de Rima Hassan, celle de Emma Fourreau, la tentative de licenciement de Timothée Esprit, et on attaque la rentrée avec le procès de plusieurs militants de Extinction Rebellion, ou encore celui de Olivia Zemmour, porte-parole du collectif Euro-Palestine. Il faut aussi se saisir de ces occasions pour construire des défenses ambitieuses. Par exemple, pour le procès d'Anas Kazib, on a cherché à mobiliser des chercheurs incontournables de la question palestinienne, comme Ilan Pappé, Alain Grèche ou Omer Bartov. Mais aussi des universitaires travaillant sur les libertés, l'autoritarisme, l'impérialisme libéral. Si j'ai aussi accepté d'être témoin au procès d'Anas Kazib, c'est pour exposer comment l'apologie du terrorisme est l'un des éléments clés faisant basculer la France, avec l'état d'urgence généralisé ciblant les musulmans, dans le camp des régimes illibéraux, avec les autres démocraties libérales occidentales. C'est ce qu'on pourrait appeler la preuve par Gaza. La liberté d'expression des démocraties libérales occidentales est jetée au feu dès lors qu'il y a crime de lèse-majesté. Et la majesté qui est lésée ici, c'est l'Empire, le projet colonial occidental, le racisme. Et au bout de la logique coloniale et du racisme, il y a le génocide. Mais par ailleurs, il faut bien comprendre que la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine sert de catalyseur pour le régime. C'est un test pour réduire durablement les libertés démocratiques et approfondir son offensive répressive contre tous les secteurs de la population qui contestent sa politique. À l'heure de la course à l'armement et des discours bellicistes, on rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix, ce que nos aînés, nos grands-parents ont eu. Le risque est là. Ce qu'ils utilisent aujourd'hui contre les soutiens de la Palestine sera utilisé demain contre tous ceux qui refusent l'élan patriotique. D'ailleurs, on voit que les infractions utilisées pour réprimer les antimilitaristes allemands comme Rosa Luxemburg ou Karl Liebknecht, qui appelaient à s'opposer à la boucherie de la Première Guerre mondiale, sont sensiblement les mêmes que celles qui sont mobilisées aujourd'hui. Appel à l'insurrection et incitation à la haine. Rosa Luxemburg est absolument contre la guerre. La jeune femme juge ce conflit contraire aux intérêts de la classe ouvrière. Elle l'a fait savoir en critiquant publiquement l'armée. Du coup, elle se retrouve au tribunal. Konnte ich offenbar kein anderes wirksames Mittel im Auge haben als die Aufforderung an die Soldaten, wenn euch befohlen wird zu schießen, schießt nicht. Elle est condamnée à une peine de prison de 12 mois. D'ailleurs, comme sous la République de Weimar, de Luxembourg et Liebknecht, en France, le système constitutionnel ne permet pas aux parlementaires de s'opposer à la guerre dans laquelle on veut nous emmener. Car notre Constitution est précisément pensée pour donner au chef de l'État les moyens de faire la guerre tout seul contre la volonté de son peuple. Donc, pour résumer, si on est poursuivi politiquement, il faut se défendre politiquement. Ça veut dire qu'il faut mettre tous les arguments de son côté sur un terrain juridique, mais qu'on ne peut pas s'y limiter et qu'il faut faire de chaque procès une question démocratique majeure qui concerne l'ensemble du mouvement syndical, politique et associatif. On peut aussi faire des procès symboliques contre Israël, des procès symboliques contre Netanyahou ou même contre nos propres gouvernements complices. On voit ce genre de tribunaux populaires se constituer un peu partout dans le monde, à Sarajevo, à Istanbul, dans des grandes villes aux États-Unis. Oui, c'est le modèle des tribunaux Russell, une idée popularisée par Jean-Paul Sartre pour mettre en accusation les États-Unis
pendant la guerre du Vietnam. La faiblesse du tribunal de Nuremberg, c'est qu'il ne s'est pas constitué en organisation internationale. Après, qu'il n'a pas voulu durer. Il a condamné les vaincus. C'était donc les vainqueurs condamnant les vaincus. Ces lois sont toujours applicables. Et nous voulons envisager un certain nombre d'actes qui nous ont été rapportés comme ayant été commis à partir de l'ensemble de cette législation. Aujourd'hui, il y a même un tribunal Russell pour la Palestine. Et pour aiguiser sa pensée critique, rien de tel que relire Rosa Luxemburg, dont on vient de parler, en particulier sa brochure de 1915 contre la guerre qui se concluait ainsi « Socialisme ou barbarie ». Rosa Luxemburg nous enseigne que c'est lorsqu'on commence à bouger qu'on commence à sentir ces chaînes. Et là, les chaînes des démocraties libérales, on commence à bien les sentir. C'est l'impérialisme dans sa déclinaison actuelle, c'est-à-dire anti-musulman. Musulman, quel islamisme ? Islamofascisme, musulman, terroriste, et l'islamisme, le voile, hijab, le voile, soumission, voile, islamiste, islamisme, le voile, islamiste, le voile. Alors qu'en France, mais partout ailleurs dans les démocraties libérales, sont criminalisés à la fois le soutien à la Palestine et l'anti-impérialisme. 86 étudiants ont été emmenés en garde à vue après l'occupation. Ils ont été dispersés dans plusieurs commissariats. C'est inédit depuis le début des mobilisations. Jamais on n'avait arrêté un nombre si important. C'est la grande illusion sur le droit de l'homisme des démocraties libérales qui s'effondre complètement. C'est d'ailleurs ce qu'écrit très bien Didier Fassin dans ce livre que l'on vous recommande, Le consentement à l'écrasement de Gaza. On vous recommande aussi Le nettoyage ethnique de la Palestine d'Ilan Pappé, Gaza devant l'histoire d'Enzo Traverso ou encore Vanessa Codaccioni, Comment les États répriment. On vous recommande aussi Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, un livre collectif à la Fabrique, ou encore Au-delà du principe de répression de Geoffroy de la Gannerie, ainsi que les ouvrages de Gwenola Ricordo, et notamment son dernier rédigé avec Joël Charby, Shane Morris, Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Légitime Défense. N'hésitez pas à nous faire vos retours, vos questions, vos remarques en commentaire et à dans un mois. Sur ces bonnes paroles, on vous dit à la prochaine et on vous laisse avec un poème de, attention, je vais faire de l'apologie du terrorisme, Mahmoud Darwish, Carte d'identité. Inscrit, je suis arabe. Tu m'as spolié des vignes de mes ancêtres et de la terre que je cultivais avec tous mes enfants. Et tu ne nous as laissé, ainsi qu'à notre descendance, que ces cailloux. Votre gouvernement les prendra-t-il aussi, comme on le dit ? Alors, inscrit, en tête de la première page, moi, je ne hais pas mes semblables. Et je n'agresse personne. Mais si jamais on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde. Prends garde à ma faim et à ma colère.